Et bonjour à tous, ici Myriam Fourmi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du guide comment avoir des fourmis chez soi de A à Z. Donc, on continue avec notre Camponotus nicobarensis. Donc, pendant ce laps de temps, j'avais commandé un nid que je vous avais montré. Je vous avais dit qu'il y avait des cocons. Et bah, ces cocons, comme vous pouvez vous en douter puisque je fais cette vidéo, ils ont éclos. Donc, il y en a deux que je pense là, ils sont morts, j'ai l'impression, et du coup elle a jeté les restes dehors. Et le dernier, il a donné une fourmi. Artlist.io. Voilà, donc voilà ce que donne le nid assemblé. Donc vous pouvez voir, ça c'est les tubes que je vous avais dit, donc c'est les tubes rechargeables. Donc avec un petit bouchon, on peut pouvoir glisser l'eau. Ce truc bleu là, c'est de la mousse PVA. En gros, c'est une sorte de mousse assez dure et une fois humidifiée qui est assez molle, mais qui peut garder l'humidité pendant très longtemps et que ça peut pas moisir. Donc ça permet de remplacer le coton et que c'est plus efficace. Donc déjà là, vous pouvez voir dans la bombe les restes des cocons qui étaient morts. Enfin, en tout cas je pense que c'est ça parce que je les ai pas trouvés les autres. Et on va voir comment se porte une petite gine. Donc déjà là, vous pouvez voir la petite ouvrière donc qui est encore assez jeune. Et bon là on voit pas très bien donc je vais vous montrer comme ça de plus près. Et voilà. Donc c'est une petite ouvrière. J'ai déjà vu des images de Camponotus nicobarensis. Les ouvrières, je pense qu'elles sont un petit peu plus grandes, peut-être pas. Hein. Mais de toute façon, normalement, toutes les petites, les fourmis de base, elles sont souvent petites. Enfin, les premières fourmis en tout cas. Là, on voit aussi bien la physiogastrie de la reine. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse en premier lieu. Ce dont on va parler, c'est que faire quand il y a les premières ouvrières. Quand il y a les premières ouvrières, il va falloir les laisser un petit peu en tube. Pour la majorité des espèces en tout cas, donc comme je l'ai expliqué à la première vidéo du guide, les espèces qui ont une fondation claustrale, ça veut dire qu'ils ne se nourrissent pas pendant la fondation. Donc les claustrales du coup, elles pourront rester un moment dans leur tube avec jusqu'à qu'il y ait genre je pense 3-4 ouvrières. Et après on pourra commencer à les nourrir. Et après, à partir de, je pense, 10-20 ouvrières, ça dépend de la taille de l'espèce, et on peut les connecter à une aire de chasse comme dans ce nid. Là, par contre, nous, on a une espèce semi-claustrale. Ça veut dire qu'elle va se nourrir pendant la fondation. Donc, dès qu'il y a les donc pendant que c'est la gine seule, on peut la nourrir directement dans le tube. Et à partir du moment où il y a les premières ouvrières, c'est mieux de le connecter à une aire de chasse. Comme ça, l'ouvrière va pouvoir aller chercher dehors ce qu'elle a besoin pour nourrir le couvain et nourrir sa reine. Le passage en aire de chasse, c'est le moment où les premières ouvrières vont commencer à déblayer l'entrée qui a été bouchée et elles vont commencer à chercher la nourriture pour revigorer un peu la reine qui restait pendant un moment sans nourriture. Sauf dans les fondations semi-claustrales, mais elles sont plus rares. Si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on les connecte à une aire de chasse, comme ici, où c'est mieux de mettre, suivant l'espèce que c'est, mais le mieux c'est de mettre de la gelée. Même juste pour la gine seule, si elle est semi-claustrale par exemple, à l'intérieur du tube, c'est bien de mettre de la gelée aussi, parce que il y a à peu près tous les nutriments qu'ils ont besoin. Avec des petits donc quand c'est en aire de chasse, avec quelques petits insectes en supplément et un liquide sucré. C'est mieux de faire avec de la gelée au début, je pense, et après, une fois qu'il commence à avoir assez beaucoup d'ouvrières, on peut commencer à enlever de la gelée, toujours en laisser, mais en mettre moins. Là, j'en ai mis beaucoup au début.
Mais après vous prendre compte aussi des réserves de la fourmilière et de regarder aussi les physiogastries des ouvrières pour voir si elles sont vraiment pleines ou si elles sont un petit peu dégonflées. Si elles sont un peu dégonflées, on peut leur mettre un peu plus de nourriture. Si elles sont très pleines, faut mettre moins de nourriture. Ça dépend un peu de ce qui se passe dans votre fourmilière, de son régime alimentaire et tout. Donc ça après vous pouvez vous renseigner aussi. Donc nous, notre espèce, elle se nourrit d'insectes, de liquide sucré, donc aussi du coup, comme toutes les espèces de gelée, enfin, elle se nourrit pas dans la nature, mais en laboratoire, en élevage, oui. Et par contre, contrairement à d'autres espèces, comme elle est très agile, elle peut aussi boire des sortes de sirop, un peu, s'il y a des sirops qui sont pas très liquides, mais quand même, qui sont quand même, qui ont de la consistance, qui sont pas juste comme de l'eau très très liquide, qui a une petite consistance, en mettre une petite goutte, elles peuvent s'abreuver. Et aussi elles peuvent manger de la grenade apparemment, ce que j'ai vu, puisque elles viennent de Thaïlande et tout, donc apparemment elles peuvent manger de la grenade. J'avais testé au tout début quand j'avais reçu la gine, donc même avant que la chaîne existe, mais elle n'avait pas trop mangé, je pense, parce qu'elle était un peu dans le stress. Mais c'est toujours bien d'essayer comme ça. Après, ça peut permettre de faire un peu des trucs plus naturels. Ensuite, par rapport à un truc assez important, la température. Si c'est une espèce exotique comme ici, c'est mieux de mettre un tapis chauffant. Donc les tapis chauffants, ça se met sur la partie un peu humide, près de la source d'humidité. Donc moi j'en ai pas, mais je vais essayer d'en avoir pour chauffer le tube ici, et aussi essayer de chauffer les Phaedol pallidula pour qu'elles se développent un peu plus vite, parce que du coup, comme on ne met pas le chauffage parce qu'il fait assez chaud à l'intérieur, du coup il fait assez chaud pour les autres espèces. Pour Camponotus nicobarcensis, je pense qu'il fait un petit peu froid. Pour Phaedol pallidula, c'est juste, elle se développe un peu lentement. Donc de base, avec la chaleur, de toute façon ça booste un peu le développement. Donc j'ai pas envie de trop dépenser, je vais juste faire pour ces deux. Mais donc il faut toujours le mettre près de la source d'humidité. Comme ça, du coup, logiquement, quand c'est chaud, elles vont mettre les cocons. Et en plus, il y a l'humidité, donc ça va permettre vraiment booster le développement, parce qu'elles vont automatiquement mettre les cocons, tout ce qui est couvain, à l'endroit le plus chaud. Et du coup, associé à l'humidité, ça va se développer encore plus rapidement. Donc ça, c'est ce que je pense pour l'espèce qu'on a ici. Après, vous pouvez totalement choisir de mettre un tapis chauffant pour une espèce d'ici, mais il faut pas mettre trop chaud. Genre, faut mettre 26, 27, je pense de 26 à 29, je pense, pour qu'elle se développe bien, mais pas plus, parce que sinon c'est trop chaud. Et il faut faire progressivement. Genre, si dans votre maison il fait genre 22 degrés et que vous voulez la mettre à 28, il ne faut pas mettre directement le chauffage à 28. Il faut mettre d'abord un chauffage à genre 23, ensuite un chauffage à 25, ensuite un chauffage à 28, pour pas que ça lui fasse un choc thermique. Ça lui permet de faire un peu comme genre il fait de plus en plus chaud au fil du temps. Bon. Donc je pense faut mettre genre une demi-semaine à la même température, et après on change pour mettre un peu plus chaud. Avant de clore cette vidéo, je tiens à dire que à partir de maintenant, toutes les prochaines vidéos qui vont sortir, ça va être des vidéos en première instantanée. Ça veut dire que à partir du moment où la vidéo elle est publiée, elle va se lancer automatiquement, et du coup vous allez pouvoir la suivre, et en fait c'est un peu une sorte de direct sur une vidéo déjà postée. Et du coup vous pouvez on peut chatter directement, et ça permet d'avoir les avis directs sur la vidéo. Et après, une fois qu'elle a été lue une fois automatiquement par YouTube, elle va se mettre normale. Une fois que vous arrivez sur la page de la vidéo, ça va automatiquement vous mettre dans le direct. Mais si vous avez envie de visionner un peu avant parce que vous êtes arrivé pas au bon moment, et vous pouvez totalement revenir un peu en arrière. Donc toutes ces vidéos, maintenant je vais annoncer
la date et l'heure environ à laquelle la prochaine vidéo va sortir. Ça va permettre que vous soyez tous là au bon moment, parce que sinon il n'y a personne, parce que vous savez pas à quel moment c'est. Donc là je vais vous annoncer donc la date et l'heure de la prochaine vidéo. Donc ça va être lundi 20 juin. Je pense que je vais la faire sortir à peu près à peu près à genre 5 heures, je pense, quelque chose comme ça. Donc soyez là si vous avez envie de voir cette vidéo. Donc je pense que ça va être un nouveau format de vidéo que je vais faire pour cette prochaine vidéo. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout expliqué. Donc si vous avez envie d'avoir d'autres informations, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez envie d'avoir des précisions ou d'avoir, comme j'ai dit, avoir un peu plus d'informations. Peut-être si vous savez, j'ai des choses que j'ai oubliées peut-être, ou vous voulez avoir une information sur telle chose que j'ai pas forcément expliqué, mettez-le dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.